Satprem, Carnet d'une Apocalypse, tome 8, 1988. À Sujata, avec qui, pas à pas, nous avons traversé ces terribles épreuves, portés par notre seul amour pour mère et notre volonté désespérée de continuer leur œuvre jusqu'au bout. Découvrir le mystère terrible et merveilleux de la vie sur la terre. Janvier, chronologie des événements mondiaux. 2 janvier, Grande-Bretagne. Grâce à des documents officiels tombés dans le domaine public, on apprend qu'un grave accident nucléaire survenu à Windscale, il y a 30 ans, avait été étouffé. Afrique du Sud, 5 janvier. Au Natal, au moins 280 Noirs ont péri en 1987 dans la querelle fratricide qui oppose les deux principales formations politiques. Les violences continuent. 6 janvier. L'imam Khomeini se prononce en faveur du renforcement des prérogatives du gouvernement islamique. 7 janvier. USA. Le Musée national d'art africain, récemment ouvert à Washington, est le premier du genre aux USA. 8 janvier. Grande-Bretagne. Un rapport d'Amnesty International constate que des milliers d'enfants dans le monde sont victimes d'emprisonnement politique, de torture, de condamnation à mort, voire d'assassinat. Chine. 34 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un train dans la province du Hunan. USA. Une tempête de neige fait plus de 60 victimes. 9 janvier. Nicaragua. Quelques 10 000 personnes participent à la plus importante manifestation anti-sandiniste jamais organisée dans le pays. Inde. Au Pendjab, les corps d'un ancien ministre et de son chauffeur sont découverts, criblés de balles et à demi brûlés. 10 janvier. URSS. À cause des travaux d'irrigation qui diminuent le débit de l'Amou Daria et du Sir Daria, la mer d'Aral se vide rapidement. En quelques années, son niveau a baissé d'une douzaine de mètres. Pays-Bas. 2 marées noires successives dérivant sur des dizaines de kilomètres ont atteint les rivages. 14 janvier. Chine-Portugal. Le traité sur la restitution en 1999 de Macao est ratifié. 21 janvier. USA-URSS. À Genève, les États-Unis présentent un projet de traité sur les armes spatiales. 24 janvier. Chine. La 3e catastrophe ferroviaire en un mois fait au moins 90 morts. 27 janvier. Inde. Après de nouvelles violences contre des immigrés bengalais, l'État de Tripura, dans le nord-est du pays, est déclaré zone de conflit. USA. Des chercheurs, spécialistes du piégeage optique par laser, annoncent avoir réussi à piéger des bactéries et à observer leur reproduction. Ils ont même réussi ce genre de manipulation dans des cellules. 28 janvier. RFA. L'hebdomadaire Der Spiegel rend public le texte d'un document accusant le président autrichien Kurt Waldheim d'avoir ordonné la déportation de 4000 civils pendant la Seconde Guerre mondiale. Inde. Le Premier ministre Rajiv Gandhi décide d'imposer à l'État du Tamil Nadu l'administration directe par le gouvernement central. 1er janvier 1988. C'est une telle agonie écrasante. On ne peut rien. C'est une affaire entre le suprême et la mort. On est le lieu de la bataille. Durer et endurer. On peut seulement prendre le parti du suprême et subir l'impossible.
Soir. Après tout, un premier amphibien ne parlerait pas autrement. Il faut prendre le parti du soleil et subir l'impossible. Non ? Je ne sais pas si un jeune ou un vieux poisson ferait une différence, puisque de toute façon c'est un autre système. Le vieux poisson aurait seulement la sagesse de croire en sa propre évolution, un peu avant Darwin. 6 janvier 1988. Un état tout à fait précaire où l'on ne voit plus du tout ce qui va, entre guillemets, et où l'on voit de plus en plus tout ce qui ne va pas. On n'est plus du tout comme un vivant, et on n'est pas encore mort, et on n'est pas mort. Le corps a perpétuellement envie de gémir. Cette nuit, 5-6 janvier, vu ceci. Et là, il y a un dessin comme un éventail avec des spirales noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Cela faisait comme une roue ou une queue de paon. Le rouge était de la braise incandescente qui brûlait. Aussi rencontré Malraux. Je lui parlais des mantras. Il était très intéressé et voulait enregistrer ce que je disais. C'était juste avant de me réveiller, curieux. Ceux qui ont l'air le plus vivants, dirait-on, ce sont les morts, entre guillemets, point d'exclamation. Soir. Tout le corps, depuis le sommet de la tête jusqu'au talon, arrive à rester comme un bloc immobile en lettres capitales, sous le poids écrasant qui descend. Mais on sent bien que, s'il y avait le moindre fléchissement, à droite ou à gauche, d'un tendon ou d'un nerf ou d'un muscle, il s'écraserait et se déchirerait d'un coup ou se briserait les vertèbres comme l'athlète sous le poids. Pendant toute cette période où le corps se tordait et pliait, le dos s'est bien déchiré, surtout les tendons qui s'attachent à la colonne vertébrale. Il faut être totalement, en lettres capitales, immobile. Les coudes bien posés sur la cheminée et les pieds un peu écartés. Claude, parti ce matin, m'a bien aidé à comprendre la mécanique de la situation. Mais alors c'est un écrasement fou. Et pourtant ce poids, plus lourd que du rocher, est fluide ou mouvant. Pour la 1000e fois, je me demande comment Mère faisait. Il se peut que ce rouge incandescent soit l'infiltration de l'autre soleil à travers ce mur de mort. Point d'interrogation entre parenthèses. PS, la respiration aussi est difficile, laborieuse. Dans cet écrasement, surtout l'inspiration. Et naturellement, le cœur tire. Cela fait des petits bouts de respiration qui ressemblent plus à un gémissement qu'à un souffle. Tout est contraire au fonctionnement normal, entre guillemets. 8 janvier 1988. On doit être près du bout parce que c'est un écrasement effrayant. Normalement, on devrait mourir. Mais il y a quelque chose d'autre qui vient et qui est, en italique, plus fort que les conditions. Seulement, il ne faut pas fléchir dans le parti pris. Soir. En somme, c'est la perpétuelle affirmation corporelle de « c'est toi qui règnes » et non « c'est la mort qui règne ». C'est-à-dire que l'on affirme, le corps affirme, le prochain, en italique, règne. Auroville ravalé par la SAS. L'adversaire fait bien son travail. Tout ce qui n'est pas absolument sincère est ravalé, comme l'ashram. Ce sera une farce un peu plus internationale, et voilà, comme d'habitude, jusqu'à prochain ordre. Ultimement, on est ravalé par la mort à moins d'une sincérité corporelle absolue. La mort est le dernier mensonge. 9 janvier 1988. Je n'arrive pas à comprendre comment cela peut être plus écrasant chaque jour. Où est la limite ? Est-ce qu'il y a une limite ?
Humoristiquement, je pourrais dire, si ça continue, il va arriver un accident terrestre. 10 janvier 1988. Le corps cherche désespérément comment faire. Il attend le sésame miraculeux. S majuscule. 11 janvier 1988. Cette nuit, ma mère, me disait « Mon triomphe est tranquille ». Je crois qu'il s'agissait d'argent, mais je ne suis pas sûre. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Mon dos est déchiré des deux côtés, depuis le cou jusqu'en dessous des omoplates. Tout ce que l'on peut faire, c'est de rester aussi immobile que possible. Maintenant, je comprends si bien certains regards de mère. C'est comme s'ils me disaient leur sens. Je regarde ce qu'ils regardaient. 12 janvier 1988, après-midi. J'ai bien cru que c'était la fin, la colonne vertébrale prête à casser et tout le dos. Puis il y a eu ces soubresauts inexplicables. L'opération a duré 1h20. 13 janvier 1988. J'ai trouvé la position juste. Ce n'est pas la mécanique rigide de l'athlète sous un poids, c'est la mécanique souple du serpent. Après avoir failli casser hier et des années d'essais douloureux, ce matin, le corps s'est complètement laissé rouler avec la masse, serpenter avec la masse, sans résistance aucune, sauf celle qui est naturellement sous les pieds. De la tête jusqu'aux chevilles, il a serpenté toute la journée. Point d'exclamation. Déjà, autrefois, le corps serpentait, mais il y avait toujours quelque chose qui freinait, fauteuil, appui sous les coudes ou ma tête de breton. Et aujourd'hui, il s'est laissé aller en désespoir de cause. Et c'est exactement ce qu'il fallait. Mais c'est épuisant. 14 janvier 1988. Je suis dans une grande perplexité. Mais maintenant, je sais avec certitude où est l'obstacle. Quand je restais tout à fait immobile, c'était un terrible écrasement interne, et la colonne vertébrale, avec toutes ses attaches, menaçait de casser, et puis toutes ces déchirures dans mon dos. J'ai donc laissé le corps se mouvoir librement, avec la masse, M majuscule, descendante. Il a serpenté et serpenté. Puis ce matin, après avoir serpenté une dizaine de minutes, il s'est mis à sauter et sauter sur les talons, trépigner et marteler le sol, puis à sauter à pieds joints et retomber sur le sol avec une énergie démente, comme s'il voulait briser ou casser ou marteler cet obstacle sous les pieds. Au bout de 20 minutes de cette danse un peu terrible et épuisante, j'ai dû arrêter hors d'haleine et épuisé. C'était fou. C'était tout à fait dingue, ce corps qui sautait et trépignait et martelait le sol. Alors, je ne sais plus quoi faire, mais, en italique, je sais que l'obstacle est, en italique, sous les pieds. C'est le centre de l'inconscience, comme mère le disait, ou la mort. J'étais écrasée, immobile, parce que ça ne passait pas sous les pieds. Et maintenant, je danse sur l'obstacle, ou je le martèle comme un fou. Mais c'est entre crochets, inquiétant, point d'interrogation. Et quoi faire? Comment le corps peut-il tenir à ce régime? À un moment, j'ai appelé Sujata pour voir le spectacle, entre guillemets. Elle m'a dit après, « Vous aviez l'air de damer la terre. » Il y a 68 mois, aujourd'hui, que je suis dans cette opération. Ô Seigneur, il y a toi, sinon nous sommes très pauvres sur cette terre. Après-midi. Non seulement les masses sont devenues de plus en plus écrasantes,
mais elle semblait animée d'une vélocité de plus en plus grande ou d'une intensité vibratoire de plus en plus vibrante et rapide, comme de la foudre épaisse. Et le mouvement serpentin du corps s'est de plus en plus ralenti au point de devenir presque solide, comme si tout le corps était pris dans cette foudre, mais pas absolument immobile, collé au sol dans cette masse vivante et vibrante. C'est tout à fait le suprême ou la mort, entre l'effroi et le miracle. Tout est suspendu. Note de bas de page, soit je dis effroi parce que c'est tout à fait comme le prisonnier dans le donjon qui voit ces énormes murs osciller, se craqueler, et qui ne sait pas si ces pierres vont retomber sur lui ou à côté. Il n'y a pas de peur, il est trop tard pour avoir peur. C'est à ce moment-là, en italique. L'enjeu pour notre espèce est de savoir si ces murs peuvent s'écrouler à côté ou non. Mais de toute façon, avec ce corps ou un autre, un jour ou un autre, ces murs tomberont et la terre sera libre. Dans l'effort évolutif, aucune peine n'est perdue. Il suffit que la force soit mise en route. Et ils l'ont mise en route. Indeed. Effectivement. Il Sri Aurobindo Mère. Le corps se réfugiait dans la grande robe de lumière de Sri Aurobindo. Nuit du 15-16 janvier 1988. Rencontrer ma cousine Marthe Delpirou, morte à Ravensbrück dans le four crématoire des nazis. J'ai été bien étonné de l'entendre me dire « J'ai été libérée avant toi, en juillet ». Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire parce que la guerre a fini en mai 1945. Et c'est ainsi que j'ai su qu'elle était morte en juillet 1944. Libérée avant moi. Et je la rencontre pour la première fois 44 ans après. Tout est étrange et mystérieux en ce monde. Je l'aimais beaucoup. Elle était forte et courageuse, avocate à la cour de Paris. C'est elle qui m'a fait entrer dans la résistance. Et c'est toujours ma conscience matérielle qui rencontre ces morts, entre guillemets, parce que je ne comprenais pas. La guerre avait fini en mai. Il y a un grain d'humour et tout un monde de choses dans ce « j'ai été libéré avant toi ». 18 janvier 1988. Je me rends de mieux en mieux compte qu'il faut une longue préparation pour supporter ça, entre guillemets. Ce système qui fut conçu pour la vie et la mort doit apprendre à passer par-delà la vie et la mort, tout en restant sur deux pattes si possible. C'est difficile pour un bipède, même pensant. C'est là où l'on s'aperçoit que la vie et la mort, c'est tout à fait la même chose. Pas comme le jour et la nuit d'un même soleil, mais comme le carbone et le carbone d'une même nature. Et justement, c'est un autre soleil, et c'est physique. Mais c'est un nouveau physique, peut-être une nouvelle physique, P majuscule. C'est peut-être pourquoi les Écritures parlent d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Seulement ces cieux-là seront sur la terre. Sri Aurobindo a ouvert le passage. Reste à suivre. Il y a 20 ans, j'ai cru comprendre tout cela. Et pourtant, c'est comme si je le découvrais. C'est-à-dire que cela commence à prendre un sens dans ma peau. Et tout ce que je croyais comprendre est comme une fumée insubstantielle. C'était flou. Mais je me rends compte que tout cela est inacceptable pour
99,9% des humains. Peut-être se passera-t-on de leur acceptation, point d'exclamation entre parenthèses. Et mon dos a beaucoup de mal à accepter ces nouveaux cieux. PS. Sri Aurobindo ne mâche pas ces mots. Je suis tombé par hasard là-dessus dans Ideals and Progress. Je lis directement en français. La coulée du pouvoir de l'esprit dans le moule physique est l'instrument mental afin que l'homme puisse faire évoluer son humanité en cette vraie supra-humanité qui dépassera notre état actuel autant que celle-ci dépasse l'état animal. The pouring. Je n'ai aucune ambition surhumaine, mais une si grande soif de sortir de cette malheureuse pseudo-humanité qui est seulement de l'animalité trop bien équipée. Et encore, on ne voudrait pas sortir pour soi, parce que ce pour soi, je ne sais plus très bien ce que c'est, à part de la douleur, mais la trouée évolutive, en italique. 20 janvier 1988. Cette foudre solide, écrasante, déchirante, avec de temps en temps de lentes convulsions qui semblent remonter d'en bas. Mais on ne sait pas, c'est une espèce d'apocalypse corporelle. Toute mesure est perdue. C'est seulement un supplice où il y a toi, quelque part. Quelque part où, on ne sait pas. Oui, de l'autre côté de ce supplice. Soir, ma douce à Madras. C'est notre malheur qui rachète notre petitesse et nous permet d'espérer la plénitude. Sinon, nous serions des animaux à jamais satisfaits. 22 janvier 1988. C'est un problème mécanique insoluble. Quand on pose un poids sur la tête, naturellement, tous les muscles du cou et du dos, tous ces tendons et ces fibres se resserrent, les reins se cambrent, les attaches de l'omoplate se tendent, etc. Maintenant, il y a ce poids formidable, ces masses M majuscules, qui ne restent pas posées sur la tête, mais traversent tout le corps. Et, naturellement, entre guillemets, au passage, tous les muscles, les tendons, les attaches, tous ces haubans et ces gales haubans de la mâture se serrent et se tendent. Et c'est cela qui déchire tout et fait tout le malheur. Un tendon, une fibre musculaire se déchire et naturellement, entre guillemets, elle se déchire de plus en plus avec chaque déversement des masses. Puis un autre tendon, une autre attache vertébrale, se serre davantage pour compenser la blessure de l'étage plus haut, et de proche en proche, c'est un gâchis douloureux qui continue jour après jour pendant des mois et des mois. Et comment empêcher que ces muscles et ces tendons dorsaux ne se tendent pas sous le poids, entre guillemets? C'est contraire à toute leur mécanique. Quand le vent tire sur la voile, tous les haubans galopants du côté opposé se raidissent. Et comment empêcher cette simple mécanique naturelle, entre guillemets? Alors mon dos est une plaie. Il faudrait que le dos reçoive le poids tout en restant mou. De tous les animaux terrestres, je crois que la méduse serait l'animal le plus doué pour ce travail. Évidemment, si ces masses ou ce poids ne rencontraient pas d'obstacles solides sous les pieds, pas de butoir, et pouvaient passer à travers, la colonne vertébrale cesserait d'être écrasée et le problème serait résolu. Ah, autant faire un trou à travers la terre. Une puissance à écraser un éléphant, disait Mère.
Soir. Chaque jour, l'écrasement est plus écrasant. Et comment est-ce possible? Mais il y a un point où le corps sent et sait avec une telle intensité que c'est toi qui délivres, que c'est comme si la douleur n'avait plus d'importance ou avait moins de réalité que ce toi irrésistible. Voilà. Et pourtant, toutes les apparences voudraient que c'est toi qui écrases et non toi qui délivres. C'est cela être du mauvais côté. 23 janvier 1988. C'est la résistance physique qui est terrible. On est perpétuellement au point de casser. Cela fait un grand épuisement.